Pourriez-vous prendre la peine de vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas ou qui croient vous connaître? Oui, volontiers. Elena Perrou. Donc, je suis née à Moscou dans une famille franco-russe. Je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans. J'ai ensuite fait des études d'allemand. Je suis agrégée d'allemand. J'ai brièvement enseigné. Puis le hasard a fait que je me suis retrouvée à l'Élysée pendant quelques années. Ensuite, j'ai eu le bonheur de diriger l'Institut français de Saint-Pétersbourg entre 2005 et 2008. Et après encore quelques années au service de l'État, j'ai quitté le service de l'État il y a maintenant 5 ans et je travaille de manière plus libre entre la France et la Russie pour accompagner des projets ou une activité de conseil. D'accord, très bien. Est-ce que cela a un sens d'écrire une biographie consacrée à un homme politique vivant et toujours en poste? Alors je dirais que non seulement ça a un sens, mais c'est même important d'essayer de comprendre qui sont les dirigeants qui dirigent les différents pays, surtout ceux qui ont un impact particulier sur les affaires du monde, je dirais. Ça a un sens, si vous voulez, c'est essayer de comprendre où vont ces pays, ce qui anime ces dirigeants, ce qui anime ces pays, parce que ces dirigeants sont élus, et donc au-delà d'un homme ou d'une femme qui est à la tête d'un pays, c'est intéressant de comprendre pourquoi cet homme, pourquoi cette femme, quelle est la culture, les références historiques, quelle est au fond la trajectoire de ces pays. C'est ça qui me semble intéressant. À vrai dire, c'est un travail de journaliste, d'historien certainement. Je ne suis ni journaliste ni historienne. Il se trouve simplement que je n'ai pas rêvé toute ma vie d'écrire un livre consacré au président russe. Et à vrai dire, le livre dans lequel je me suis lancée, c'est au moins autant sur le président que sur le pays, la Russie. Il se trouve que, alors j'ai lu évidemment un certain nombre d'ouvrages sur ce personnage que j'ai eu l'occasion de rencontrer à différentes reprises, mais dans un cadre toujours officiel, avec le président Chirac, que j'ai servi pendant 9 ans, en France et en Russie. Et puis en travaillant à Saint-Pétersbourg, à l'Institut français de Saint-Pétersbourg, j'ai travaillé au fond dans sa ville natale, puisque Poutine est né à Leningrad. Et en travaillant à Saint-Pétersbourg, j'ai été amenée à rencontrer un certain nombre de personnes qui ont travaillé avec lui, qui ont connu sa famille. Et donc ça m'a donné une autre image, ça a complété plus exactement l'image que j'avais du président russe, puisqu'entre 2005 et 2008, il était déjà président, puis Premier ministre entre 2008 et 2012 ensuite. Et si vous voulez, j'ai essayé de me renseigner moi-même, parce que les personnes que je fréquentais à cette époque-là, qui étaient par définition très ouvertes sur l'Europe, très ouvertes sur la France, puisque je rappelle, j'étais attachée culturelle, je dirigeais l'Institut français de Saint-Pétersbourg, étaient des personnes qui n'étaient peut-être pas très favorables au président russe à ce moment-là. Et toutes, alors certaines sont restées, je suis restée liée avec certaines d'entre elles, et celles-là ont toutes voté Poutine en 2018. Il y a eu une espèce de revirement que je daterais de 2014 essentiellement, on y reviendra peut-être. Et donc ça m'a intéressée d'essayer de comprendre au fond pourquoi il semblait y avoir cette histoire entre la Russie et Poutine, comme peut-être il y a eu un certain moment entre un personnage comme Général de Gaulle et la France. Après des grands bouleversements connus, que la Russie a connus dans les années 90, que la France a connus au sortir de la guerre et dans l'immédiat après-guerre. Donc, si vous voulez, non, je crois que c'est important d'essayer de comprendre. Et alors, d'autres s'y sont attaqués avant moi, bien entendu. Alors, je ne prétends pas avoir lu tous les ouvrages écrits en langue française, mais j'en ai lu un certain nombre, très intéressants, écrits souvent par, me semble-t-il, des personnes qui avaient un prisme politique français pour essayer de déchiffrer la personnalité de Poutine. Il se trouve que, c'est mon histoire, je n'y suis pour rien, j'ai un œil russe et un œil français, et donc j'ai essayé, sans loucher, de faire converger ces deux regards et d'aller peut-être davantage dans les angles morts
de ce qu'un œil français ne verrait pas spontanément et de ce qu'un œil russe ne penserait pas à mettre en avant pour essayer de faire comprendre l'histoire de la Russie et pourquoi Poutine semble avoir cette popularité encore aujourd'hui, même si ces derniers mois elle est certainement un peu déclinante. Alors justement, qui est réellement Vladimir Poutine? Est-ce que c'est un agent du KGB, un président autocrate, l'ami des grands oligarques corrupteurs, ou au contraire, c'est un chef d'État intègre qui travaille pour la grandeur de la Russie, un passionné de la nature, un homme discret? Alors sans doute un peu de tout cela à la fois, même si je prendrais peut-être certaines de vos expressions avec des guillemets. Je dois dire que je réponds en complétant à la question précédente tout en répondant à votre question présente. Je dirais que ce qui m'a finalement forcé à écrire cet ouvrage à mon tour, c'est un livre très intéressant, précis, 500 pages, écrit en anglais, qui à ma connaissance aujourd'hui encore n'a pas été traduit en français. Et cet ouvrage, c'est Mr. Putin Operative in the Kremlin. Pardon pour mon anglais, ça n'est pas ma langue maternelle. Il se trouve que dans cet ouvrage, sur les 500 pages de cet ouvrage, il n'y avait pas une seule fois le nom de Jacques Chirac, il n'y avait pas une seule fois non plus le nom de Silvio Berlusconi, qui sont pourtant deux dirigeants qui ont beaucoup compté pour la trajectoire de Poutine, et en particulier évidemment Jacques Chirac. Silvio Berlusconi, je ne prononcerai pas, je connais nettement moins le sujet. Et il se trouve que dans cet ouvrage, qui m'a été offert par quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi à l'Élysée, qui était Jérôme Monod, dans cet ouvrage, les auteurs qui connaissent bien la langue russe, qui connaissent très bien l'histoire de la Russie, de l'intérieur, mais comme des universitaires étrangers malgré tout, et en l'occurrence américains, peuvent la connaître. Dans cet ouvrage, ce qui est frappant, c'est que je dirais que l'Europe n'est vue que par un prisme allemand. Or, moi, j'avais été aux premières loges de la relation Chirac-Poutine, et il y avait des choses à dire. Et dans cet ouvrage-là, les auteurs donnent 6 ou 7 identités différentes à Poutine. L'agent du KGB, en effet, Poutine survivaliste, Poutine l'homme de l'histoire, Poutine CEO de la Russie, etc. Donc ces différentes facettes du personnage, et un personnage aussi complexe que celui-là, certainement qu'il en a plusieurs, moi je commencerai par un adjectif qui me semble-t-il le qualifie, à mes yeux en tous les cas, le mieux, c'est Poutine patriote. Un Russe ordinaire qui, comme tous les Russes, parce que c'est profondément ancré dans l'ADN des Russes, je dirais, est patriote. Et il faut savoir, c'est une petite subtilité, que le mot de patrie en russe s'écrit avec une majuscule, alors que le mot d'État, qui chez nous prend une majuscule, s'écrit avec une minuscule. Il y a évidemment dans cette coquetterie orthographique une échelle des valeurs qui est un peu différente de la nôtre. Et je reviens à ce que vous disiez en premier, l'homme du KGB. Évidemment, Poutine a travaillé entre 1975 et 1990 au KGB, au sein des structures du KGB. Alors le KGB, à l'époque de Poutine, n'est pas le KGB effrayant associé aux répressions politiques, associé à la personnalité effrayante de Staline, etc. Ce qui est intéressant, d'abord, c'est de comprendre ce que veut dire KGB. KGB, Комитет государственной безопасности. Je vais m'arrêter un instant sur le B de KGB, parce que c'est important de comprendre ce que veut dire KGB. Безопасность, donc c'est le mot russe pour dire sécurité. Le comité pour la sécurité de l'État, le KGB. Eh bien, il se trouve que le terme de sécurité se définit en russe comme absence de danger. Без опасность, ça veut dire littéralement absence de danger. C'est très important de comprendre ce que ça veut dire pour les Russes profondément, pour la mentalité russe, que le concept de sécurité se définisse comme absence de danger. Alors, parmi les Français, il y a moins de russisants que de germanistes. Si je passe par la langue allemande, c'est peut-être plus sensible. Vous pouvez dire Sicherheit pour dire sécurité, c'est une définition positive. Et vous pouvez dire aussi Gefahrenlosigkeit, l'absence de danger, c'est une définition par la négative. Ça veut dire que les Russes qui définissent le concept de sécurité comme absence de danger, ça veut dire que pour eux, le danger est premier. Et d'ailleurs, vous le retrouvez dans un vocabulaire voisin
de ce concept de sécurité. Par exemple, le mot de détente, qui est extrêmement positif évidemment pour nous. La détente, se détendre, ça veut dire en russe concrètement, littéralement, s'affaiblir, rasslabляться. Ça veut dire que les Russes se sentent vulnérables, ils se doivent d'être aux aguets parce que sinon ils sont en danger, ils sont envahis. Et là, l'histoire de la Russie, depuis le joug mongol jusqu'à l'invasion nazie, fait que ce sentiment de vulnérabilité est ancré dans une expérience historique profonde. Pourquoi je dis cela? C'est que le KGB, à l'époque de Poutine, c'est un peu, si vous voulez, l'ENA, l'École nationale d'administration de la fin de l'URSS. C'est une structure où on forme des hommes d'État, mais qui sont en plus des officiers, puisque ce sont des soldats, des militaires. Et Poutine a fini son parcours au KGB comme lieutenant-colonel, si je me souviens bien. Il a été ensuite, brièvement, mais pendant 1 an environ, directeur du FSB, le FSB étant le successeur du KGB, mais avec toujours le même B, Bezapasnost, l'absence de danger pour dire la sécurité. Et donc, si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé en travaillant sur cet ouvrage, c'est la relation qu'il y a pu avoir entre Solzhenitsyn et Poutine, et je reviens encore sur ce passage par le KGB qui peut faire peur, et je comprends bien sûr qu'il puisse y avoir une connotation très négative associée au KGB, à raison, pour plein de raisons historiques, encore une fois. Eh bien, Solzhenitsyn disait de Poutine, et les deux hommes ont eu le temps de se rencontrer jusqu'en 2007-2008. Solzhenitsyn est mort en 2008, donc je ne lui fais pas dire ce qu'il n'a pas dit, mais la dernière grande interview qu'il donne, c'est une interview au Spiegel, un journal allemand, en 2007, et il revient longuement sur le parcours de Poutine, déjà en tant que président, et il y a 7 ans, un septennat de profondeur historique. Eh bien, il dit Poutine n'était pas gardien d'un goulag, ça n'était pas un agent idéologique portant la doctrine du KGB, et dans n'importe quel pays, on devrait être fier d'officiers qui risquent leur vie pour la défense de la patrie dans un service bien particulier, dans le renseignement extérieur, parce que Poutine a pris très vite la direction du renseignement extérieur. Il a été en effet en poste à Dresde pendant les 5 dernières années de son service actif au sein du KGB. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est que c'est au fond le seul chef d'État depuis fort longtemps, je dirais même depuis les Romanov, à avoir eu cette expérience de l'Europe. D'Occident. Alors, Europe de l'Est pour nous, mais Europe de l'Ouest pour les Russes. Il faut toujours essayer de comprendre d'où partent les Russes. Et Poutine, maintenant c'est tout à fait ressource ouverte, y compris pour les Russes évidemment. Il y a des documentaires à la télévision qui reviennent sur son passage au KGB, et on sait maintenant que non seulement il a sillonné évidemment l'Allemagne, la RDA où il était en poste, mais il a aussi sillonné un certain nombre de pays autour, et notamment la République tchèque. Donc il s'est fait une idée de l'Europe dans ces années-là. Avant lui, il y a un Gerd Kandropov qui avait été, alors pas très longtemps aux commandes de l'URSS, qui a été un grand patron au sens, pendant de longues années, du KGB, et qui avait été ambassadeur en Hongrie pendant les événements de Hongrie. Donc, si vous voulez, c'est un agent du KGB, mais avec ce que le KGB veut dire à l'époque de Poutine, encore une fois, c'est un homme qui, du coup, grâce au KGB, a eu cette expérience de l'Europe. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, les Soviétiques voyageaient très très peu à l'extérieur des frontières. Il faut encore une fois se remémorer ce qu'était l'URSS. On a tendance à l'oublier beaucoup. Agent corrupteur, comment vous avez dit? L'ami des grands oligarques corrupteurs. L'ami des grands oligarques corrupteurs. Alors, quand Poutine est arrivé au pouvoir, il y avait un certain nombre d'oligarques, en effet, qui tenaient l'économie de la Russie très, très largement. On les a même appelés... Enfin, il y a 7 banquiers qui tenaient vraiment les finances de la Russie, plus le FMI essentiellement, puisque
l'économie de la Russie était dans une situation dramatique dans les années 90, avec une inflation à 3 chiffres, à 4 chiffres, même en 2500%, je crois, en 92. Une espérance de vie qui était descendue très très bas. L'espérance de vie des hommes était tombée à 58 ans en 94, ce qui reflète une difficulté de vivre tout simplement très très importante, et puis une natalité qui s'était effondrée. À la fin des années 2000, il naissait moins d'enfants qu'au cœur du conflit, la Seconde Guerre mondiale, en 43-44. Et la Russie a vécu très très difficilement ces années de la Deuxième Guerre mondiale, que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique. Donc, si vous voulez, le premier geste de Poutine, ça a été en quelque sorte de se débarrasser des oligarques de l'époque de Yeltsin. Et celui qui en a fait les frais peut-être... Alors, il y en a deux qui en ont fait les frais de manière peut-être plus éclatante que d'autres. C'est d'abord Berezovsky, et puis Khodorkovsky, qui a fait quand même 10 ans de prison entre 2003 et 2013. Et qui aujourd'hui, l'ancien président de Yougos, qui avait eu des velléités d'entrer en politique. Et aujourd'hui, c'est un opposant notoire à Poutine, mais qui est très, très présent dans le champ politique russe depuis Londres ou depuis la Suisse où il réside. Il a créé un think tank qui, à mon sens, est très intéressant à suivre, Open Russia. On y reviendra peut-être plus tard. Pourquoi je reviens un peu longuement sur ces oligarques de la période Yeltsin? L'économie était en quelque sorte confisquée par ce clan-là. Et donc le premier geste de Poutine, ça a été de récupérer les rênes. Parce qu'au fond, quand il est arrivé au Kremlin, il n'avait pas réellement les leviers. En tous les cas, les leviers étaient largement partagés avec un certain nombre d'oligarques. Maintenant, on voit qu'un certain nombre de nouveaux Russes riches, si on peut les appeler comme ça, proviennent d'un clan amical lié à Poutine. Ça, c'est indéniable. Vous avez les frères Wechsel, les frères Rothenberg, qui sont des compagnons de judo. Vous avez de Poutine, de ses années d'adolescence. Vous avez des pétersbourgeois qui ne faisaient pas de judo avec lui, mais avec lesquels Poutine avait des liens d'amitié, pour certains, des liens de travail, qui sont aussi aux commandes, à la tête de grandes fortunes et à la tête de grands conglomérats. Vous avez d'anciens agents du KGB, pour certains également en poste en Allemagne, que Poutine a croisés à ce moment-là, et qui sont à la tête de conglomérats d'État. Donc, si vous voulez, ce qui est certain, c'est que Poutine a fait confiance à un cercle restreint au départ de collaborateurs qui conduisent le pays avec lui, sous sa conduite. Enfin, on peut appeler ça comme on veut, mais il y a effectivement un certain nombre de grandes fortunes qui se sont créées dans un réseau amical de Poutine. Ça, c'est indéniable. Maintenant, pour ce qui est de la corruption est l'un des points noirs qui reste attaché à l'image de la Russie, certainement. Malheureusement, la corruption n'est pas quelque chose de nouveau en Russie. Bon, on sait que Pierre le Grand, qui est un modèle auquel Poutine se réfère souvent, parce que Pierre le Grand est l'homme d'abord qui a bâti Saint-Pétersbourg, sa ville natale, mais c'est surtout l'homme qui a ouvert la Russie à l'extérieur, qui a désenclavé la Russie, parce que Saint-Pétersbourg, c'était d'abord un port libre de glace sur la Baltique pour pouvoir commercer avec le reste du monde et l'Europe en particulier. Et donc, Pierre le Grand disait déjà « je n'ai qu'un bras et il me vole ». Le bras, c'était Menchikov, qui d'ailleurs, si on va à Saint-Pétersbourg aujourd'hui, le premier beau palais construit à Saint-Pétersbourg, c'est pas du tout la résidence des tsars, c'était le palais de Menchikov, qui était bien plus important que le petit palais que Pierre le Grand s'était fait construire au début de son règne à Saint-Pétersbourg. Et si vous voulez, quand on regarde les derniers classements
Alors, je prends pour référence l'ONG Transparency International, qui depuis 1995, je crois, est un observatoire sur la corruption dans différents pays. La Russie est toujours encore dans le dernier quart. Là, je crois que le dernier classement sur 2019, les chiffres sont parus en janvier 2020, elle est 137e sur 180. Donc oui, ce problème est encore réel en Russie aujourd'hui. Mais les salaires progressent, et donc le besoin de corruption est peut-être moins vif au quotidien, parce qu'il existait aussi à la période soviétique. C'est une réalité qui n'était pas bon de montrer, mais elle existait. Pour avoir accès à des soins, pour avoir accès à des universités pour ses enfants, on passait parfois par des cadeaux de plus ou moins grande importance. J'ai trouvé votre ouvrage très intéressant, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses passionnantes sur l'histoire de la Russie, son rapport à l'Orient, à l'Europe de l'Ouest, etc. Et il y a un élément sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est, bon, on sait que Poutine est très populaire en Russie, mais vous dites également que l'électorat de Poutine est majoritairement féminin. Est-ce que vous avez des raisons qui expliquent cet engouement des femmes russes pour Poutine? Alors vous savez, quand il naît un garçon dans une famille en Russie, on félicite souvent la mère en lui disant « c'est formidable, tu auras un défenseur ». C'est-à-dire tu auras quelqu'un qui saura te défendre. Toujours, alors est-ce que c'est encore lié à cette affaire de vulnérabilité profondément ancrée dans l'esprit russe, je ne sais pas. Mais je dirais que Poutine a cette image de défenseur, alors de la patrie et de la Russie au sens très large du terme, et il en joue beaucoup. Alors, quand il a été élu la première fois, il y a eu tout un tas de chansons qui sont arrivées dans le paysage médiatique russe, notamment des femmes. C'était un duo de femmes qui chantaient une chanson très populaire dans ces années, donc je parle des années 2000, hein, sur un homme comme Poutine. C'est-à-dire qu'elle rêvait, et c'est une chanson qui a eu beaucoup de succès, qui a été imitée par différents groupes ensuite. Un homme comme Poutine, c'est-à-dire un mari comme Poutine. Je crois que je cite les paroles dans le livre, elle est très amusante et entraînante, et elle a connu un vrai succès. Ensuite, il y a eu toutes ces images de Poutine, alors exaltant la virilité, si vous voulez, de l'homme Poutine. On le voit monter à cheval, on le voit pêcher, torse nu, on le voit, bon, etc. Enfin, on le voit en judoka aussi, judo et sport surtout qu'il pratique encore assidûment et très régulièrement encore aujourd'hui. Beaucoup c'est avec les religieux. Pardon ? Avec les religieux aussi. On est souvent en scène avec des moines. Alors ça c'est peut-être moins sexy pour l'électorat féminin. Mais il se met aussi beaucoup en scène avec... Il se met beaucoup en scène aussi avec le patriarche, mais pas seulement. Il y a un homme qui compte beaucoup dans son entourage religieux, c'est le père, enfin maintenant il est évêque, Tikhon, qui est le père spirituel d'un monastère maintenant à Moscou et qui est en charge de la culture pour le patriarcat de Moscou, et qui est d'ailleurs un ancien étudiant en cinéma à l'Institut de cinéma de Saint-Pétersbourg, et l'auteur d'un ouvrage qui a eu un très grand succès en Russie, qui a été traduit en français sous le nom des Saints pour tous les jours. Un livre très intéressant. Mais si vous voulez, je pense qu'en Poutine, encore une fois, c'est le défenseur, c'est-à-dire l'homme qui, d'une certaine façon, relève la Russie. Et Solzhenitsyn, c'est ce qu'il a dit de lui dans cette fameuse interview de 2007. Il a dit Poutine a hérité d'un pays à genoux, il l'a relevé petit à petit, et les gens ne se sont pas rendus compte au départ de tout ce qu'il faisait pour nous. En substance, je cite de mémoire, c'est ce que dit Solzhenitsyn de lui dans cette fameuse interview de 2007. Eh bien, l'idée de cet homme qui, pas seul évidemment, sauf qu'en Russie il y a une tradition d'État fort et d'État incarné par un seul chef, bien ancré, et donc cet homme qui, par son intelligence, ses qualités physiques, parce que, vous savez, moi j'ai vu de près ce que c'était qu'un agenda de président français.
il faut prendre la même charge, mais à l'échelle d'un pays qui fait 25 fois la France. Et quand je vois l'emploi du temps de Poutine, que tout le monde peut voir hein, sur le site du Kremlin, tout ça est très transparent, c'est un homme qui voyage énormément au sein de son pays. Et son pays, c'est 11 fuseaux horaires, avec en particulier 2 régions importantes dans lesquelles il se rend, enfin une en particulier dans laquelle il se rend très souvent et qui est très éloignée, c'est évidemment l'Extrême-Orient. On en reparlera peut-être tout à l'heure parce que c'est une région stratégique pour les Russes et trop peu peuplée. Eh bien, cette image de Poutine, donc séduisant pour un électorat féminin, je pense que c'est vraiment l'image du défenseur. Et il faut savoir qu'il y a un personnage auquel il se réfère. Entre l'acteur et Poutine, il y a eu d'ailleurs plusieurs rencontres. Et ça, c'est en travaillant sur mon livre que je l'ai découvert. Il se prépare d'ailleurs un très beau documentaire de la chaîne Histoire sur ce film et sur ce héros. Et ce héros, c'est un certain Stirlitz. Et Stirlitz, c'est le héros d'un feuilleton russe qui est un peu le James Bond russe qui s'appelle 17 moments du printemps. Et vous en parlez beaucoup dans votre livre. Alors j'en parle dans mon livre parce que c'est très important de connaître ce film parce que ce film donne plein de clés de compréhension géopolitique aujourd'hui encore. Le film date de 73, hein, il est donc pas très jeune. Mais le personnage de Stirlitz est encore très actuel, à tel point que, bon, il y a eu cette très malheureuse affaire Skripal il y a maintenant 2 ans. Eh bien, vous avez des blagues qui ont fleuri à Moscou sur des rencontres Stirlitz-Skripal. Alors que Stirlitz, encore une fois, c'est Tintin, c'est-à-dire que c'est un personnage fictif qui n'a jamais existé. Sauf que, pourquoi je parle de Stirlitz et de ces 17 moments du printemps, Stirlitz a une notoriété en Russie qu'on n'imagine pas. Aucun acteur incarnant un personnage de cinéma n'a eu cette notoriété en Russie avant ou après, et je ne sais même pas à qui on pourrait le comparer en France. Si on l'élargit à l'Occident, bon, James Bond peut-être, mais James Bond, vous avez plusieurs visages. Vous n'avez pas un seul visage qui s'identifie à James Bond, maintenant évidemment par définition. Stirlitz, c'est l'anti-James Bond. Il n'y a pratiquement pas de femmes et pas un seul gadget technologique, c'est un film en noir et blanc. Sauf que Stirlitz est un agent du renseignement soviétique, parce que ça se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, infiltré en Allemagne. Donc évidemment, il y a une identification évidente avec Poutine. Et il y a 12 épisodes, donc il faut les regarder dans l'ordre pour bien comprendre l'intrigue, sinon on est perdu, c'est pas comme James Bond. Sauf que même si cet homme donne tout à la patrie avec un P majuscule, on comprend à travers quelques épisodes que cet homme a un cœur. Il a une femme, et ce qui est très intéressant, ça je l'ai découvert il y a peu, il y a une scène fantastique qui est une scène d'amour magnifique dans ce film, alors complètement silencieuse, dans un restaurant. Que vous racontez très bien dans le livre, justement. Moi, j'ai trouvé ça, je vous laisse raconter, mais j'ai trouvé ça très émouvant. Et après, elle est très émouvante. Et alors, ce que j'ai appris après avoir écrit le livre sur cette scène m'a encore plus ému parce que donc, Stirlitz voit sa femme l'espace de quelques secondes dans un restaurant à quelques tables de distance, et cette femme est accompagnée d'un homme dont on devine qu'il est un autre agent. Et donc les deux se rencontrent par le regard. L'agent qui accompagne cette femme a la délicatesse de s'éloigner quelques instants et de la laisser seule à quelques tables de distance, encore une fois, avec Stirlitz. Et il passe plein de choses par ce regard, par cet échange de regard qui est extrêmement intense. Ce que j'ai appris, c'est que l'acteur qui incarne donc Stirlitz a proposé cette scène à la réalisatrice. C'était pas du tout dans le scénario initial, parce que cette rencontre lui avait été racontée par un agent avec qui il était ami, qui est mort en 70. Le film date de 73, il était mort à ce moment-là. Mais donc ces rencontres très courtes, très furtives, ça n'était pas du tout un produit de l'imagination, c'était effectivement comme ça que certains agents infiltrés chez l'ennemi pouvaient revoir leur femme de temps en temps et de manière très très épisodique. Et cet agent, c'est un certain Conan attendez, son nom m'échappe maintenant, mais c'était une légende.
c'était une légende de la saga des grands agents soviétiques. Et si vous voulez, quand la réalisatrice a accepté d'insérer cette petite séquence, elle a dit, bon, d'accord, ça va faire pleurer dans les chaumières toutes les jeunes filles qui vont regarder le film et qui vont évidemment s'identifier à cette femme. Oui, certainement, ça a beaucoup fait pour la légende de Stirlitz, mais il faut dire que ce film avait été commandé par Andropov, qui à l'époque dirigeait le KGB, pour précisément recruter des agents au sein des services, parce que Andropov avait compris que l'URSS partait dans une impasse et qu'il fallait recruter des esprits brillants, entreprenants au sein des services pour essayer de redresser le pays. Encore une fois, le KGB de cette époque-là, c'est l'ENA. Donc c'est vraiment les hommes d'État, au service de l'État, qui vont avoir des postes stratégiques au sein de l'appareil d'État. Donc pas des fils d'apparatchiks, mais des hommes courageux. Et Stirlitz, si vous voulez, est un peu la figure tutélaire de tous les hommes du renseignement en Russie depuis les années 70. Et il faut savoir aussi que, je vous ai dit, James Bond a plusieurs visages, Stirlitz n'en a qu'un, et surtout il a le visage d'un homme qui n'était pas du tout un inconnu pour les Russes au moment où Stirlitz rentre en scène en 1973, puisque 6 ans auparavant, en 1967, cet acteur avait prêté ses traits au prince André de Guerre et Paix, la grande saga filmée par Bondarchuk. Et donc c'est très profond, cette continuité entre le prince André et Stirlitz. Ça veut dire que, quelle que soit l'époque, le même visage, donc le même homme, et ça c'est la continuité historique russe, pouvait incarner le prince d'une grande famille russe, qui d'ailleurs parlait français, et qui se battait contre l'envahisseur français à l'époque, et qui pouvait incarner quelques années après un agent au service de Staline, puisque l'URSS à ce moment-là est dirigée par Staline, infiltré dans le haut commandement nazi. Alors, en lisant votre livre, on voit bien qu'il y a de nombreuses réussites qu'on peut mettre sur le compte de Poutine et de son gouvernement. Alors c'est toujours difficile à dire, mais selon vous, quelles sont les trois principales réussites de Poutine depuis qu'il dirige la Russie, aussi bien en tant que président ou Premier ministre? Oui, parce qu'il a été Premier ministre entre 2008 et 2012, donc il a respecté à ce moment-là la lettre de la Constitution, qui ne lui permettait pas de se présenter pour un 3e mandat consécutif. Oui. Mais je ne suis pas sûre qu'il ait respecté l'esprit de la Constitution. Ça, c'est une autre question. Alors, s'il fallait trouver 3 réussites... Les 3 principales, oui, les 3 principales. Alors, moi, je dirais indéniablement le territoire. Le territoire, c'est-à-dire que la Russie, les frontières de la Russie sont restées ce qu'elles étaient à la chute de l'URSS. C'est-à-dire que la Fédération de Russie n'a pas vu son territoire connaître le sort d'un pays comme la Yougoslavie. Ça, c'était la hantise de Poutine lorsqu'il est arrivé aux commandes. C'était d'éviter la yougoslavisation de la Russie. Il le dit très clairement, d'ailleurs, dans les années 2000, enfin en 2000 même, et puis ensuite. Pourquoi ? Parce que cette fédération de Russie, encore une fois un territoire immense, trop peu peuplé, contient 160-190 ethnies. On n'a pas idée de la diversité ethnique qu'il y a en Russie. Et cette diversité ethnique va de pair avec une diversité confessionnelle, mais surtout avec des velléités d'indépendance de certains territoires. Et quand Poutine arrive aux commandes, le problème évidemment n'est pas arrivé à ce moment-là, il était déjà très présent dans les années 90, il y a cette terrible guerre de Tchétchénie. La 2e guerre de Tchétchénie qui a commencé quelques mois avant que Poutine n'arrive au Kremlin, mais il était déjà à la Maison Blanche, c'est-à-dire c'est le siège du gouvernement, il était Premier ministre et il est derrière cette 2e guerre de Tchétchénie indéniablement. Pour lui, c'était faire en sorte, parce que si on se souvient du contexte de l'époque, il y avait une demande de revendication d'indépendance de la Tchétchénie. Et Poutine a toujours dit, sous des dehors de revendication d'indépendance, en réalité, c'est l'installation d'un califat, d'une république islamique aux portes de la Russie qui est en jeu. Et c'est très intéressant de relire aujourd'hui ce qu'il a pu écrire notamment dans le New York Times en novembre 1999, si je me souviens bien. C'est sa première, au fond, c'est la première expression publique
au-delà des frontières de la Russie de Poutine. Alors il n'était que Premier ministre à l'époque, mais Why We Must Act, c'est le nom de cette tribune, 14 novembre 1999 si je me souviens bien. Il explique clairement pourquoi la guerre de Tchétchénie, pourquoi cette nécessité d'employer la force armée contre, non pas les Tchétchènes, et ça il prend bien soin d'expliquer la situation aux Américains, à l'opinion publique américaine, mais pourquoi le terrorisme international, comme il l'appelle, frappe en Tchétchénie. Et il est d'ailleurs question de Ben Laden dans cet article, il est question d'un attentat au World Trade Center, mais évidemment pas celui du 11 septembre 2001, mais il y avait eu un attentat précédemment, et il est question de la République islamique, entre guillemets. C'est-à-dire, quand on relit aujourd'hui cet article, en sachant tout ce qui s'est passé depuis, c'est difficile de ne pas reconnaître à Poutine un esprit visionnaire. Donc il y a le problème du Nord-Caucase, et ne pas laisser filer le Nord-Caucase, la Tchétchénie étant peut-être la république la plus velléitaire à ce moment-là, ou la plus volontaire plus exactement, pour filer en dehors des frontières de la Russie, ne pas laisser filer le Nord-Caucase. Et puis l'autre région qui pose problème et qui peut avoir des velléités, alors peut-être pas d'indépendance, mais cette région-là, le problème, c'est le trop-plein démographique chinois d'un côté de la frontière et le vide démographique côté sibérien. C'est tout l'Extrême-Orient qui fait 2/3 du territoire russe et qui regorge de ressources naturelles, avec des terres que les Chinois appellent, encore pour certains, les terres du Nord, parce qu'elles ont été chinoises, occupées par des Chinois, il y a quelques siècles. Et donc, ces deux régions stratégiques pour les Russes, pour des raisons différentes, Poutine ne les a pas laissées filer. Donc, cette intégrité du territoire, c'est certainement quelque chose de très important. Et il y a d'ailleurs 2 ministères dédiés à ces territoires-là, un ministère des Affaires du Nord-Caucase et un ministère du développement de l'Extrême-Orient et de l'Arctique maintenant depuis février 2019. Donc ça, c'est certainement la première réussite, avoir réussi à tenir ensemble cet ensemble très disparate qui tire à U et à Dia. Mais c'est précisément parce que tous ces Russes sont ensemble, ces Russes de différentes ethnies, de différentes cultures, de différentes confessions sont ensemble, que la Russie a des chances de redevenir puissante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que c'est la manière dont vit la population en Russie. Honnêtement, la situation n'a rien à voir aujourd'hui avec ce qu'elle était il y a 20 ans. Je vous ai parlé de la démographie tout à l'heure. Certes, c'est encore un vrai talon d'Achille pour la Russie d'aujourd'hui. La Russie n'est pas assez peuplée par rapport au territoire qu'elle occupe. 25 fois la France, un peu moins de 147 millions d'habitants aujourd'hui. Avec encore une fois des territoires qui sont très convoités sur le flanc sud et sur le flanc est, avec 4000 km de frontière avec la Chine. Le mieux-être de la population, je ne vais pas vous bombarder de chiffres, mais on parlait tout à l'heure du taux de fécondité, le fait qu'il y avait peu d'enfants qui naissaient en Russie. Quand Poutine arrive au pouvoir, donc en 2000, à l'issue de cette terrible décennie 90, il y a un enfant 16 par femme. Au cœur de la guerre, c'était un enfant 3, en 43-44. Donc, il n'y a plus d'enfants qui naissent en Russie. En 2016, c'est monté à 1,76. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme d'avoir réussi à inverser la tendance en si peu d'années. Bon, 1,76, ça ne suffit pas. Vous savez qu'il faut 2,1 pour le renouvellement de la population, donc ça ne suffit pas. Bon, il y a eu les apports de la Crimée et de la Crimée-Sébastopol, mais ça ne compte pas. C'est redescendu aujourd'hui à 1,5 et l'objectif, c'est d'arriver à 1,7 de nouveau à horizon 2024. Donc il y a une politique nataliste très très forte, mais les Russes, d'une certaine façon, s'ils se remettent à avoir des enfants, ça veut dire qu'ils ont confiance en l'avenir. Donc ça, c'est une réussite très importante. Et vous avez l'autre pendant, vous avez des enfants qui naissent, même s'il n'y en a encore pas suffisamment, et vous avez une espérance de vie qui s'est allongée de manière impressionnante. C'était 65 ans d'espérance de vie en 2000,
c'est 73 aujourd'hui, avec un objectif à 2030 d'arriver dans ce qu'appelle Poutine le club des 80+, où nous sommes, nous, Français, depuis fort longtemps, arriver à une espérance de vie de plus de 80 ans, et en bonne santé. Donc si vous voulez, la population vit nettement mieux. Et puis la dernière, troisième réussite, s'il fallait en mentionner une, c'est certainement le retour de la Russie sur la scène internationale. Aujourd'hui, il n'y a pas un conflit au monde qui ne se règle sans une intervention plus ou moins directe. Alors plus ou moins directe, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, en tous les cas diplomatiquement, de la Russie, c'est évident. La Russie parle à tout le monde, n'a d'ennemi définitif nulle part. Elle vient de faire un retour en force sur le continent africain, de manière très impressionnante, avec un sommet, premier sommet Russie-Afrique à Sochi, où Poutine a réuni l'ensemble des chefs d'État du continent africain. Le Moyen-Orient, enfin le Proche et le Moyen-Orient, Poutine parle à tous les intervenants des conflits de la région, avec une présence très forte en Syrie. Il arrive à faire vendre à la Turquie, pays de l'OTAN, des armements russes, ce qui a posé quelques problèmes, mais il a réussi ce coup de force. Il parle à la Turquie, il parle à l'Iran, et puis il y a cet ensemble important des BRICS qui émergent et qui font que les équilibres géopolitiques sont tout de même très bouleversés ces 10-20 dernières années. Et la Russie est vraiment de nouveau, la Russie est tout court, parce que la Russie n'est pas l'URSS. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est au centre du jeu politique, je ne dirais pas ça, mais elle est très consciente de son rôle dans un monde multipolaire. Et une grande humiliation des Russes, parmi toutes les humiliations qu'ils ont subies pendant cette décennie 90, ça a été de ne rien pouvoir faire pour la Serbie. Et aujourd'hui, ça ne serait plus le cas. Voilà. Donc voilà, à mon sens, les trois réussites principales, s'il fallait voir celle-là. Mais encore une fois, il y a quelques points noirs. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il y a, paraît-il, beaucoup de nuances de gris, mais je crois que c'est sur un autre sujet. Alors, très rapidement, si possible, par rapport au... Oui. Alors vous parlez d'un phénomène méconnu en France, vous avez un tout petit peu parlé, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est le rapport en fait de la Russie avec l'islam. Mm-hmm. En fait, dans votre livre, vous rappelez que les musulmans russes sont là depuis presque toujours en Russie, et nous en France, on a du mal un peu à connaître ce phénomène ou à l'appréhender. Et dans votre livre, on voit bien que c'est un aspect important qui est pris en compte par Poutine dans le cadre de sa politique intérieure et extérieure. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, en deux mots. Alors, il y a aujourd'hui 25 millions de Russes de confession musulmane, c'est-à-dire 15% de la population, ce qui est très important. Ces Russes de confession musulmane sont essentiellement dans le Nord-Caucase, et là, dans cette région-là, ce sont des régions qui sont musulmanes depuis les débuts de l'islam, mais qui n'ont pas toujours été au sein ni de l'Empire ni de la Fédération, bien sûr. Il y a ensuite, au cœur de la Russie, dans la région de la Volga, on associe la Volga au champ des bateliers de la Volga peut-être, mais la Volga, c'est Kazan. Kazan, c'est la capitale du Tatarstan, et au Tatarstan, vous avez une population qui est majoritairement musulmane, avec une splendide mosquée qui fait face à une splendide cathédrale à Kazan même. Puis vous avez la Bachkirie, dont la capitale est Oufa, et un des Bachkirs les plus célèbres, c'est Rodolphe Nouriev, le grand danseur qui était originaire de Oufa. Donc, l'islam en Russie, c'est une donnée fondamentale pour comprendre effectivement cette politique, encore une fois, d'encouragement de la diversité au sein d'une unité très forte, pour ce qui est de la politique intérieure. Et ce vecteur, ce levier musulman, permet à Poutine d'avoir les meilleures relations du monde avec le monde musulman. Et là, il vient de faire une tournée très importante, et la première du genre dans les pays du Golfe, avec une moisson de contrats, et les pays du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui entre eux ne s'entendent pas toujours, mais tous s'entendent très bien avec Poutine, et le Qatar sera invité d'honneur d'ailleurs au prochain Forum économique de Saint-Pétersbourg. Et tous ces gens investissent maintenant des milliards de dollars dans l'économie russe. Si vous voulez, il y a
un profond respect dans la Russie d'aujourd'hui pour les cultures autochtones, et c'est vrai que l'islam en Russie n'est pas une confession d'immigration. Il y a une immigration, mais il y a une population qui est là sur ces terres depuis toujours. Et il y a un encouragement, donc non seulement à la culture autochtone, et les cultures entre le Nord-Caucase, celle de la Bachkirie, celle du Tatarstan ne sont pas les mêmes. Et vous avez un encouragement de la confession, qu'elle soit orthodoxe évidemment majoritairement au sein du pays, mais aussi musulmane, je vous dis 15% de la population, et de culture, disons, musulmane. Sauf qu'il y a un distinguo très clair qui est dans les esprits de tous. L'islam en tant que confession est non seulement toléré, mais encouragé. L'islam politique est combattu. Et si vous voulez, un exemple parmi d'autres, mais par exemple les frères musulmans, qui sont un mouvement fondamentaliste au sein de l'islam, et qui sont très présents en Europe occidentale notamment, sont considérés comme une organisation terroriste depuis 2003, au même titre que Daesh ou que certaines autres, et violemment combattus en tant que tels. Donc l'islam, enfin l'idée, l'image et la pratique de l'islam en Russie est, je pense, très différente de ce qu'elle est en France, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez là, avec la Russie, et ce versant musulman qui, encore une fois, est méconnu et mériterait d'être, à mon avis, davantage analysé par nous autres occidentaux, qui avons affaire aux faits islamiques, et c'est assez nouveau pour nous. C'est très intéressant de voir comment un pays de culture majoritairement chrétienne vit de manière très harmonieuse avec une population importante numériquement de confession musulmane. Mais si vous l'avez dit, c'est pas de l'immigration aussi. C'est pas de l'immigration, mais si vous voulez, quand depuis 3-4 générations maintenant, les Français de confession musulmane sont en France, ça n'est plus de l'immigration non plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que précisément le patriotisme dont on parlait tout à l'heure au début de l'entretien est très fort en Russie, parce que c'est un ciment indispensable. Même chez les Russes musulmans. Absolument. Les Russes musulmans, alors il faut que je passe par une subtilité de la langue russe très rapidement, c'est que en russe vous avez 2 mots pour des Russes, alors que dans toutes nos langues européennes nous n'en avons qu'un. Vous avez ruski et vous avez rassiski. Ah oui, vous dites dans votre livre au début. Je le dis dans le livre parce que c'est une subtilité importante. Ruski, c'est au sens russe, blanc, orthodoxe du terme, et rassiski, ça veut dire se rapportant à la Fédération de Russie. Donc un Tchétchène, un Ingouche, un habitant de Vladivostok, là-bas dans l'extrême-orient, se reconnaîtront dans racisme, au même titre qu'un moscovite ou qu'un pétersbourgeois. Et c'est ce traitement, si je puis dire, ce soin très important apporté à cette diversité multiethnique, encore une fois dans un ensemble très soudé, Poutine dit régulièrement, c'est comme la santé, on doit s'en occuper tous les jours. Dernière question. Tout au long de votre livre, vous semblez regretter que la France, voire l'Union européenne, ne tente pas une poignée de main franche en direction de la Russie, comme le souhaite Poutine lui-même par ailleurs. N'est-ce pas une illusion de croire à un rapprochement entre les 2 grands pays, France et Russie, quand on connaît la politique internationale menée par la France depuis 1945 ? Alors vous savez, depuis 1945, les choses changent. Et le monde change beaucoup. On n'a pas à l'esprit, par exemple, ou on a oublié que le général de Gaulle, qui n'est pas suspect d'intelligence avec l'ennemi, a toujours refusé de célébrer le débarquement du 6 juin 1944. Il ne s'est jamais rendu en Normandie le 6 juin 1944, alors pas le 6 juin 1944 lui-même, mais jamais pour célébrer. Et je relisais récemment ce qu'Alain Perfit écrit de lui, et puis dans les mémoires de guerre de Gaulle. Il a même interdit à Pompidou en 1964, donc pour le 20e anniversaire, de se rendre au 20e anniversaire du débarquement. Parce que, dit de Gaulle, ça pouvait être le prélude à une 2e occupation. Il a des mots très forts vis-à-vis des Américains et des Britanniques
qui étaient pourtant nos alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Encore une fois, le monde change. La Russie d'aujourd'hui n'est pas l'URSS qui pouvait faire peur hier. Vous avez un ensemble de pays, je parlais des BRICS tout à l'heure, mais vous en avez quelques autres qui pourraient rentrer dans ce club des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud depuis peu, qui n'étaient pas présents tous les 5, comme dans ce nouveau club des 5 des BRICS en 1945. Ce n'est pas eux qui étaient la puissance dominante du monde. Et pourtant, c'est là que se décide aujourd'hui un certain nombre d'enjeux très importants pour le monde qui vient. C'est autour de la moitié de la population mondiale, c'est plus de la moitié de la croissance des 10 dernières années. Ces nouveaux pays qui ne sont plus les États-Unis, qui ne sont plus nos puissances, j'ai pas envie de dire déclinantes d'Europe occidentale, mais enfin l'énergie, la croissance, elle est plus dans ces pays-là que chez nous. Entre la France et la Russie, il y a des siècles d'abord de connaissances mutuelles, d'échanges, très honnêtement d'admiration très forte de la part des Russes vis-à-vis de la France, de la culture française. Ça, toute la littérature russe en est pleine, l'expression artistique russe en est pleine. Vous avez plein de films, vous avez des clins d'œil plus ou moins appuyés, vraiment d'admiration envers la France. Dans ce film, Les 17 moments du printemps, vous avez même, alors c'est le petit anachronisme de ce film, un moment, quand Stirlitz se trouve avec un prêtre allemand suisse, ils ouvrent en voiture, il ouvre la radio, et qu'est-ce qu'on entend? On entend Edith Piaf dans une chanson qui a été composée dans les années 50. Donc en 1945, elle ne pouvait pas chanter à la radio, même dans une voiture en Suisse, même avec un agent soviétique. Donc si vous voulez, il y a une admiration très forte de la Russie vis-à-vis de la France. La France a peut-être eu... j'ai pas envie de dire de mépris, mais à regarder les Russes d'un peu haut ces dernières années, il me semble qu'il y a un changement important. Ces tout derniers mois. Bon, moi j'ai servi le président Chirac, entre le président Chirac et les différents interlocuteurs russes qu'il a eu, il a eu des relations toujours très chaleureuses et très cordiales. Il faut dire que Jacques Chirac avait un lien lié à sa jeunesse avec la Russie qui était fort. Ses successeurs n'avaient pas une connaissance intime ni de la Russie, ni de la culture russe, ni de la littérature russe, mais le président Macron semble, depuis quelques mois maintenant, tendre une main nouvelle vers la Russie. Il faut dire que nous avons un allié américain qui est imprévisible, et le président actuel a toutes les chances d'être réélu pour un prochain mandat de 4 ans. Les Russes, eux, font ce qu'ils disent et disent ce qu'ils font. Poutine a une politique internationale extrêmement claire et logique du point de vue des Russes. Quand on voit ce continent important qu'est l'Eurasie, la France et la Russie sont aux deux bouts du continent. Ils sont les deux seules puissances, je dirais, européennes, parce que la Russie, qu'on soit à Vladivostok, en Tchétchénie ou à Moscou, les Russes se sentent profondément européens. Eh bien, vous n'avez plus que 2 puissances européennes qui sont des membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies et qui sont des puissances nucléaires. Poutine dit souvent qu'il y a 5 nations au monde qui ont une responsabilité particulière pour le maintien de la paix et de l'équilibre dans le monde. Ces 5 nations sont celles-là, les 5 membres permanents. Eh bien, nous avons toutes les raisons de nous entendre entre Français et Russes, sans compter que dans nos pays occidentaux, nous n'avons pas beaucoup de ressources naturelles, les Russes en regorgent. En termes d'éducation, en termes de formation, des élites au meilleur sens du terme. Il y a une école russe qui est extrêmement puissante. Il y aura bientôt un congrès de mathématiciens internationaux qui se réunira à Saint-Pétersbourg. Il y a un encouragement à la recherche scientifique qui est extrêmement important en Russie.
il y a un patriotisme qui est encouragé, qui est fort, qui est éduqué, mais sans rien avoir d'agressif vis-à-vis de l'extérieur. Si vous voulez, c'est un pays qui a retrouvé ses racines après avoir été très largement déraciné pendant les 70 ans de communisme. Nous, je laisse ouverte la question, ne sommes-nous pas un peu déracinés sans savoir très bien ni d'où nous venons, parce qu'on a l'impression qu'on ne regarde pas la profondeur historique de la France au-delà de 1789. Et est-ce que nous savons très bien où nous allons? Je ne sais pas, mais il me semble que il y a place aujourd'hui pour de nouvelles relations entre la France et la Russie, et plus largement entre l'Europe, une Europe réunie, il serait temps depuis 1945, et le grand voisin russe, je dirais ça comme ça. Voilà. Merci à vous. Merci.